début de semaine. En 2010, le niveau de vie des Français a baissé, moins 0,5% selon les chiffres de l'INSEE qui viennent d'être publiés. À l'inverse, les Français les plus aisés, ça représente 5% de la population, ont vu leur pouvoir d'achat augmenter de 1,3%. Le rapport pointe ainsi des inégalités de plus en plus grandes. Réduire les inégalités, c'est justement l'un des engagements de François Hollande. Et la taxe de 75% qui doit être instaurée sur les hauts revenus doit symboliser cette volonté. Elle va s'appliquer normalement aux revenus supérieurs à 1 million d'euros, mais rien n'est encore tranché. Le gouvernement a simplement martelé aujourd'hui que les engagements seraient tenus. Les explications d'Amélie Lepage. Une mesure adoucie, aménagée, voire allégée. 4 mois après son élection, les rumeurs sur la mise en œuvre de l'emblématique taxe à 75% de François Hollande s'amplifient. Selon Le Figaro et Les Échos, cette taxe ne s'appliquerait plus qu'au seul salaire, laissant de côté les revenus du capital et une grande partie des 4000 personnes concernées au départ. On peut se demander s'il a une utilité, si vraiment peu de personnes, si on a aux alentours de 1000 personnes, 1000 foyers fiscaux qui le payent, on peut se demander quelle est l'utilité. De plus, cette taxe pourrait intégrer CSG et CRDS, déjà prélevés sur le salaire, ce qui la ferait passer automatiquement de 75 à 67%. Face à ces soupçons de reniement, François Hollande, en déplacement à Évian, a réitéré les promesses de campagne, affirmant que les engagements seraient tenus. Ce sont les plus hauts revenus qui doivent contribuer davantage, et notamment, j'avais parlé de ces hautes rémunérations supérieures à 1 million d'euros. Bien sûr, ce sont ces rémunérations-là qui seront concernées par le taux à 75% à partir d'1 million d'euros. Les modalités du projet seraient toutefois toujours en cours d'élaboration. En mars dernier, le candidat Hollande évoquait déjà des exceptions. Les gains aléatoires des sportifs et des artistes pourraient par exemple en être exonérés. Alors tous ces débats autour des impôts et de la fiscalité ont une finalité, trouver de l'argent pour combler les déficits et puis surtout éviter qu'ils ne se creusent encore plus. Des déficits qui ont fait plonger plusieurs pays européens, la Grèce, l'Espagne, le Portugal. Hier, la Banque Centrale Européenne, la BCE, a annoncé qu'elle allait prendre à sa charge une partie de la dette de ces pays. Peut-on parler de nouvelles donnes? Face à face ce soir entre Daniel Cohen, économiste, bonsoir, et Éric Leboucher, bonsoir, vous êtes journaliste économique. Cette décision prise par la Banque Centrale Européenne, qui est un peu technique, on ne va pas rentrer forcément dans les détails techniques, mais est-ce qu'elle peut mettre fin à la crise qui touche l'Europe depuis 2009? Elle peut certainement marquer un point d'arrêt à cette crise. Vous disiez, cette crise c'est la dette. En Angleterre, le déficit est le double de celui de la France. Il est de plus de 8%. Il est supérieur à celui de très loin, de l'Italie par exemple, qui a un déficit plus petit encore que celui de la France. S'il y a une crise, bien sûr, c'est associé à la dette, mais c'est d'abord une crise de la zone euro. La zone euro n'a pas su faire face à cette crise. La décision de Mario Draghi montre que, enfin, la Banque Centrale Européenne rentre dans l'arène pour essayer de l'endiguer. C'est le début de la fin de la crise? On l'a cru souvent déjà, remarquez, parce que ça fait 2 ans qu'on croit que le prochain rendez-vous c'est la fin de la crise et puis finalement 24 heures après on se perçoit que le plan annoncé moins bien que prévu et ça recommence. Donc là, la grande différence cette fois-ci c'est que la Banque centrale a décidé de mettre tous les moyens, et elle en a beaucoup puisqu'elle a une poche sans fond, pourquoi ? Pour aider tout simplement l'Italie et l'Espagne à payer des taux moins élevés. Parce qu'au fond, on demande à l'Italie et l'Espagne de courir un marathon en les strangulant l'un et l'autre en plus. Donc là, on a ouvert le col, ils vont pouvoir respirer un peu, du moins on l'espère, on verra avec les détails. C'est une décision qui met tout le monde à peu près d'accord. Mais pendant ce temps-là, en France, on parle beaucoup de faire des économies. Et aujourd'hui, je le disais, devant la Cour des comptes, François Hollande a rappelé l'engagement de ramener le déficit public à 3% du produit intérieur brut à la fin de l'année 2013, en soulignant que ce sera l'effort budgétaire le plus important depuis 30 ans. Ce sont ces mots. Est-ce qu'il faut s'attendre à faire des sacrifices? Sûrement. Déjà, si vous voulez, trouver 30 milliards d'euros de dépenses en moins dans l'État, c'est beaucoup, c'est beaucoup. Et quand on dit 30, ce sera peut-être plus si la croissance est encore inférieure. Donc c'est évidemment des sacrifices pour, voilà, il va falloir trouver des subventions en moins. Mais il faut les faire, ces sacrifices, c'est utile ou pas? C'est-à-dire que... Est-ce qu'il faut faire des économies? Est-ce qu'il faut réduire le déficit en France pour arriver à zéro? Je pense que la décision du gouvernement, François Hollande a été élu aussi, lui, de même que Sarkozy, qui proposait la même chose, a été élu sur ce programme. Donc aujourd'hui, tous les pays européens visent l'équilibre budgétaire. C'est la seule politique possible? Il faut absolument faire des économies?
Tout dépend. Enfin, il y a l'objectif lui-même d'aller vers l'équilibre. On va signer un pacte de stabilité qui nous amène à un déficit de 0,5% en moyenne. La vraie question, je crois, qui divise les gens, puisque c'est déjà écrit qu'on va vers la réduction des déficits, c'est la vitesse à laquelle on va le faire et surtout la question de savoir s'il faut tenir cet objectif de 3%, quoi qu'il advienne sur la croissance. En un mot, les économistes préfèrent une autre notion que le déficit de 3%. Ils préfèrent une notion de déficit structurel. C'est la même chose, sauf qu'on corrige pour la moindre croissance. C'est-à-dire qu'on sait que quand la croissance est faible, il y a moins de recettes. Et donc, forcément, les déficits sont plus forts. Sinon, si on reste à-bouter, par exemple, sur les 3%, on va dans le mur. C'est ce que vous écrivez d'ailleurs dans votre livre. C'est le risque, évidemment, c'est le risque qui plane sur la France et c'est le risque qui plane sur l'Europe. Si la croissance est de 1%, il y aura besoin de 30 et quelques milliards. Si elle est de 0, ce qui est peut-être ce qui va se passer à cause des mesures qu'on va prendre. À cause des mesures qu'on va prendre. À ce moment-là, il faut, Eric y faisait allusion, il faudra 10 milliards de plus. Et donc, comment on va faire? On va engager une course-poursuite. Je pense que ce débat, il n'appartient pas à la France de le mener, il appartient aux Européens de le mener. C'est à la Commission européenne de changer son logiciel intellectuel et de dire nous allons vers un traité qui prévoit de réduire les déficits en termes structurels. Il faut que la transition se fasse aussi en termes structurels pour éviter cette course-poursuite qui serait catastrophique. Éric Le Boucher, 3%, il faut s'y tenir? C'est-à-dire que les Européens ne prennent pas le chemin de ce débat. Je ne le vois pas. Les Allemands imposent qu'on revienne à 0 et pas à 3, qu'on ralentisse pas le rythme. Et les marchés financiers sont là comme des chiens de surveillance pour bien vérifier que le déficit décroît. Donc je crois que ce débat-là serait utile. C'est un débat des économistes entre eux, un débat fondamental, macroéconomique. Mais malheureusement, d'un point de vue financier, pas le marché financier, ou d'un point de vue politique, ça ne se passe pas. Donc je crois que c'est un beau débat, mais simplement c'est un débat un peu en l'air parce que malheureusement on va pas le regarder ce débat. Donc on va continuer, oui, en effet, sur la piste du ralentissement des déficits, quelles qu'en soient les conséquences sur la croissance. Éric Le Boucher, Daniel Cohen, merci beaucoup. Je cite votre dernier livre, Homo economicus, j'en parlais tout à l'heure, qui vient de sortir, qui dit notamment que si on fait trop d'économies, on risque d'aller dans le mur. En gros, je résume, mais il faut lire votre livre, et que les économies d'aujourd'hui, ça ressemble un peu aux politiques qui étaient menées dans les années 30, et on a vu les dégâts que ça faisait. Voilà, pour résumer en quelques mots. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau.